Donc bonjour à tous. Alors on va changer complètement de sujet, hein, même si on fait partie du même laboratoire avec François. On va aller dans un autre domaine, dans le milieu du handicap et de l'innovation. Donc déjà je vais me présenter. Donc moi je suis Véronique Lespine-Najib, je suis enseignant-chercheur en psychologie et facteurs humains au sein de l'école de cognitique et au niveau de la recherche, je suis rattachée dans le laboratoire IMS et plus particulièrement dans le groupe de recherche cognitique. Donc par rapport à cette conférence, je ne vais pas vous présenter mes travaux de recherche, j'avais plutôt envie de vous présenter des axes de réflexion et essayer un petit peu de vous convaincre, vous en tant que futur concepteur, que le milieu du handicap est un milieu riche, notamment pour l'innovation et la créativité. Donc je vais essayer un petit peu de vous convaincre là-dessus. Moi j'en suis persuadée, je travaille là-dedans et depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie opportunité, une vraie richesse pour aller dans ces domaines-là. Alors, au niveau du plan que je vais suivre, il me semblait déjà important, connaissant le public et que vous n'êtes pas forcément habitué à travailler dans le domaine de la santé ou dans le milieu du handicap, c'est de vous parler un petit peu qu'est-ce qu'on met derrière le terme de handicap. C'est un terme qu'on utilise beaucoup et qui n'est pas forcément si simple à savoir quelle est la définition admise. Je vous présenterai ensuite des exemples d'innovation et notamment des objets que vous utilisez tous dans votre vie quotidienne et qui sont maintenant des objets du grand public mais qui n'ont pas du tout été conçus et fabriqués pour le grand public mais pour des populations particulières et notamment des personnes en situation de handicap. Ça me permettra d'aborder les démarches de conception que l'on a à l'heure actuelle quand on veut travailler dans le domaine de la santé et du handicap. On a des méthodes de conception précises. Et j'essaierai, avant de conclure, de vous donner quelques exemples de pistes d'innovation actuelles, qui sont les grands enjeux, aussi bien en termes de créativité que d'innovation, qui vont piocher un peu dans plein de domaines. Alors, le handicap, qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on? Déjà, avant d'aborder un petit peu l'approche actuelle, je voulais un peu vous parler de l'étymologie du mot handicap. Donc c'est assez ancien puisque ça date du XVIIe siècle, notamment en Angleterre. Il y avait un jeu de troc qui s'appelait Earn in the Cap, c'est-à-dire vraiment la main dans le chapeau. Et l'idée, c'était deux personnes, chacun avait un chapeau, cachait un objet dans ce chapeau-là. Et il y avait une tierce personne qui évaluait la valeur de l'objet caché. Et la personne tierce devait, sous un souci d'équité, essayer de compenser s'il y avait un objet qui semblait ayant moins de valeur et donc rajouter de l'argent dans le chapeau avec un objet de moins de valeur pour avoir un problème d'égalité entre les deux. Ça, c'est vraiment le point de départ et ça a permis de créer le terme handicap, en fait. Au XVIIIe siècle, notamment en France, dans le milieu hippique, il y avait un constat qui était que très souvent dans les courses hippiques, c'était toujours les mêmes chevaux qui gagnaient les courses parce que plus entraînés, meilleure musculation, plus endurants, etc. Et à l'époque, on va décider que les chevaux les meilleurs, les plus performants, on va les bloquer un petit peu en leur imposant des poids dans la selle qu'on appelle handicap pour pouvoir en fait les remettre au niveau des chevaux les moins bons. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'à l'époque, quand on parlait de handicap, on parlait de restreindre les personnes les plus performantes pour les mettre au niveau des personnes les moins performantes. D'accord? Donc, le niveau symbolique, je trouve assez intéressant de se dire que c'était l'approche qu'on avait au XVIIIe siècle. Ce n'est pas l'approche qui va durer malheureusement. Si je continue là pour vous montrer un petit peu l'évolution terminologique, notamment en France, donc le vocabulaire utilisé depuis le début du XXe siècle, mais très très vite, quand on va parler de handicap et notamment l'associer aux personnes, on va avoir une vision extrêmement péjorative et extrêmement stigmatisante de ces personnes-là. On va parler d'infirmes, d'invalides, d'inadaptés, et encore je vous en passe. J'ai enlevé les termes les plus terribles qu'on pouvait voir dans la littérature, qu'elles soient au niveau de la loi, de l'éducation, etc. Dans les années entre les deux guerres, le terme handicapé va être vraiment associé. On ne parle pas de personne handicapée, on résume la personne en disant c'est un handicapé. Après-guerre, on va commencer à un peu mieux caractériser, à mieux reconnaître ce statut-là. On va parler de travailleur handicapé.
dans les années 70 de personnes handicapées. Et un moment très important qui perdure toujours, c'est 2005, puisque c'est une loi très importante en France, en Europe et aussi au niveau international, qui fait que l'on va passer d'un statut de personne handicapée à une personne en situation de handicap. C'est toujours les terminologies qui sont admises à l'heure actuelle. Pourquoi c'est important? Vous allez me dire, c'est que des mots. Non, ce n'est pas que des mots. C'est que d'un seul coup, on va commencer à considérer que l'environnement dans lequel on est situé peut être source de freins potentiels et d'obstacles pour les personnes. Et donc c'est bien l'environnement qui nous met en situation de handicap. On peut avoir une déficience, je peux me retrouver en situation d'être en fauteuil roulant par exemple. S'il y a une pente ou s'il y a un accès facile, je ne serai pas en situation de handicap puisque je pourrais quand même avoir ma participation normale, assister à un cours, aller dans un cinéma, etc. Par contre, s'il y a un escalier, qu'il n'y a rien qui a été pensé, que l'environnement n'a pas été conçu, là je suis ce qu'on appelle en restriction de participation. Et la loi de 2005, elle est au niveau international, hein, la France l'a adoptée en 2005, mais on le retrouve dans tous les pays, va vraiment parler de ce qu'on appelle la restriction de participation. Et en fait, la définition même de quelqu'un qui est en situation de handicap, c'est quand on est restreint dans notre participation sociale, que ce soit l'éducation, la santé et tout ce que vous voulez. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière le terme handicap? Donc ça, c'est la loi. C'est l'OMS qui a caractérisé un petit peu ce qu'on appelle les personnes en situation de handicap. Je vous les ai notés. Globalement, il y a 6 types de catégories reconnues. Donc il y a ce qu'on appelle le handicap moteur. Donc là, on va retrouver les paraplégies, l'arthrose, les personnes amputées, l'obésité, c'est-à-dire toutes les personnes qui seront empêchées dans leur mobilité ou dans leur locomotion. C'est 16% des personnes en situation de handicap. Le handicap mental, le plus connu, c'est la trisomie 21, c'est 5% de la population avec un handicap. Le handicap cognitif, tous les troubles d'apprentissage, la dyslexie, la dysorthographie, etc., c'est 10% de la population des personnes en situation de handicap. L'handicap sensoriel, personnes sourdes et malentendantes, aveugles et malvoyantes, 4%. L'handicap psychique, 20% de la population en situation de handicap. Et ce qui est nouveau par la loi de 2005, par rapport à ce que je vous ai expliqué en parlant de restriction de participation, ont été rajoutés dans cette définition et donc dans les aménagements potentiels et les aides possibles qu'on peut apporter à cette population-là, c'est les personnes souffrant de maladies dites invalidantes, comme le cancer, comme le diabète ou toute autre maladie qui font qu'ils peuvent être empêchés pour suivre correctement un cours, pour travailler de façon, etc. Du moment qu'il y a une restriction de participation, on peut être considéré comme une personne en situation de handicap, et c'est très important, parce que ça permet d'avoir des aménagements et des aides possibles, et une reconnaissance de ce statut-là. Ce qui est important de noter, c'est que 8 fois sur 10, le handicap est dit invisible. C'est-à-dire qu'on a le logo de la personne en fauteuil roulant. C'est une infime partie de la population des personnes en situation de handicap. D'accord ? La majorité, mais ça ne se voit pas quand vous voyez la typologie là-dessus. Alors, une fois que je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était que le handicap, je voulais vous présenter 3 exemples d'objets que vous utilisez tous dans votre vie quotidienne et qui n'ont pas du tout été pensés pour le grand public au départ. Le premier, c'est la télécommande. On est tous contents quand on est au fond de notre canapé, qu'on ne veut pas se lever, de pouvoir allumer son poste de télévision ou autre à l'aide de la télécommande. Mais la télécommande, la première télécommande a été mise en place en 1956 par Eugène Paulet notamment. Et à l'origine, c'était pour aider dans les hôpitaux et les établissements du secteur sanitaire pour aider les personnes en fauteuil roulant ou les personnes alitées qui ne pouvaient pas se déplacer. D'accord ? Et on voit typiquement un objet qui a été pensé d'abord pour des personnes en contrainte maximum fonctionnelle, que les gens se sont appropriés. Alors ça, c'est une petite photo d'un chat, c'est pour Catherine, que je savais qu'elle allait venir, hein, qui est fan des chats. Et on est obligé de mettre, quand il y a Catherine dans la salle, une photo de chat, c'est obligatoire. Autre exemple, le téléphone. Alors, pas le smartphone comme l'a présenté François, mais le téléphone premier. Graham Bell était à l'origine professeur de diction et spécialisé dans l'élocution, avait
sa mère qui était sourde, sa femme qui avait des troubles aussi très très forts au niveau de la malentendance, et va développer et va réfléchir à des dispositifs pour amplifier le son et amplifier aussi la réception du son. Et donc le premier brevet a été déposé en 1876, et à l'origine, c'est bien le point de départ, c'est la question du handicap et de pouvoir répondre à la problématique, notamment des personnes très proches. Dernier exemple, j'aurais pu en prendre plein, hein, c'est des exemples des objets de notre vie de tous les jours. C'est l'assistant vocal. La première fonction d'assistant vocal, notamment sur un smartphone, est apparue en 2009 sur l'iPhone. Alors, décidément, on fait de la pub à Apple ce matin, avec François aussi, hein, ce n'était pas le but. Mais à ce moment-là, est développée une application qui s'appelle VoiceOver, qui a été vraiment fait spécifiquement et avec les gens, pour les personnes aveugles et malvoyantes, pour leur permettre de pouvoir accéder au contenu présent sur les téléphones. Cette fonctionnalité, bien sûr, a été rajoutée. Maintenant, toutes les technologies, quelles qu'ils soient, l'utilisent, et qu'on soit en situation de handicap ou valide, tout le monde l'utilise pour soit communiquer, écrire des textos, etc., ou interagir. C'est quelque chose qui est pareil, qui est vraiment utilisé de façon grand public, et ce n'est plus du tout quelque chose de spécifique. À travers ces trois exemples, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, très souvent, des innovations qui ont été pensées pour une catégorie d'usagers très spécifique, avec des contraintes fortes, comme par exemple quelqu'un qui est aveugle, etc., cet objet-là peut, par l'usage, devenir un objet grand public. Et ça va me permettre d'introduire justement les approches que l'on a en conception, qui vont permettre de comprendre un petit peu quels sont les enjeux à l'heure actuelle et de quelle manière, à travers ces exemples-là, beaucoup de chercheurs, dont je fais partie, on essaye de travailler sur les méthodes de conception pour essayer de mieux concevoir pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour le grand public. Quand on s'intéresse à la question du handicap ou de la santé, ce qui va être primordial, ce qui est vraiment, je dirais, notre but ultime, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. En gros, l'accessibilité, c'est de permettre l'autonomie et la participation des personnes, quelle que soit leur situation, quel que soit le lieu où elles sont, etc. C'est vraiment cette notion d'autonomie, de faire en sorte que les personnes restent acteurs de leur parcours de vie, en tous les cas quand elles l'ont choisi. Et ceci en agissant sur leur environnement, c'est-à-dire en essayant de mieux concevoir les bâtiments, de mieux concevoir les applications, de mieux concevoir les outils technologiques dans lesquels on est. Et très souvent, on va l'aborder, on va mettre en œuvre des aides techniques spécifiques pour pouvoir les aider. Ce qui veut dire que l'accessibilité, classiquement, quand on s'y intéresse et quand on veut prétendre à concevoir dans ce domaine-là, on va développer des aides techniques. Ces aides techniques, une petite définition que j'ai réduite, c'est tout produit ou service utilisé par une personne en situation de handicap, fabriqué spécialement pour elle. Ce qui veut dire que quand on travaille sur l'accessibilité, il y a deux manières de concevoir, elles ne sont pas du tout opposées. Pour moi, elles sont complètement, elles doivent s'associer, et on doit tendre au maximum vers les deux. La première, c'est celle qu'on utilise le plus quand on travaille dans le domaine du handicap, c'est ce qu'on appelle la conception centrée utilisateur. J'identifie une cible, une population par exemple de personnes dyslexiques, je veux concevoir pour eux un outil d'aide à la communication, je réponds réellement à leurs contraintes à eux et je réponds à leurs besoins, donc je fabrique quelque chose de spécifique pour eux. Ça, c'est l'approche la plus classique que l'on a. La deuxième approche qui est intéressante, qui est peu développée en France, j'avoue qu'on n'est pas beaucoup de chercheurs à être dans ce domaine-là, mais on est quand même quelques-uns, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la conception universelle, c'est de se dire, vu les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure d'objets, on peut concevoir pour une grande majorité de personnes. C'est-à-dire si d'emblée dans la conception, on essaye d'imaginer les contraintes maximum, c'est-à-dire ceux qui sont les plus empêchés, le grand public va aussi en bénéficier. D'accord ? Typiquement, quand vous rentrez dans un bâtiment et que vous avez des portes coulissantes automatiques, alors quand on est en mobilité réduite, bien sûr, on est content, quand on est avec des béquilles aussi, mais quand on a une maman avec un landau, par exemple, on est aussi très content d'en bénéficier. C'est exactement ça l'esprit de conception universelle, c'est-à-dire je conçois d'abord pour les minorités et j'inclus les majorités dans ma conception. Et je vais vous donner un petit exemple, alors qui va peut-être vous faire sourire, c'est celui de deux objets.
2 essoreuses à salade. Je pense que le premier, certains la connaissent et l'utilisent, donc peut-être chez eux. Et une autre essoreuse à salade. Ces 2 objets ont été conçus pour le même usage, c'est-à-dire essorer votre salade. Sauf si vous achetez des salades en sachet, c'est un peu désespérant. Mais si on va au marché et qu'on achète sa salade, effectivement, on se retrouve avec peut-être cet objet-là, le premier. Pourquoi je vous présente ces 2 exemples-là? On est sur un même usage, un même produit qui a la même fonctionnalité, c'est d'essorer une salade. Par contre, vous le voyez et vous le pressentez, les 2 n'ont pas été conçus dans le même esprit. D'accord? Qu'il y a 2 conceptions très différentes. Le premier, c'est la conception classique que l'on a dans la majorité de nos objets de notre vie quotidienne. Ça a été pensé pour les 80% de la population. Ça nécessite une coordination bimanuelle, il faut être quand même pouvoir tourner, pouvoir maintenir. Ça nécessite quand même d'avoir un minimum de force pour pouvoir le faire. Alors, j'ai pris un exemple basique, mais vraiment pour que vous compreniez cette approche-là. Par contre, l'intérêt, c'est que c'est très peu cher. C'est vrai qu'on est sur un produit qui est très accessible au niveau prix, mais par contre, qui met de côté quelqu'un qui a des tremblements, quelqu'un qui a une paralysie, quelqu'un qui est amputé, par exemple, etc., va ne pas pouvoir l'utiliser. Le deuxième objet, lui, il a été pensé spécifiquement avec la démarche qu'on appelle la conception universelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir comment on ne met personne de côté. Donc là, vous avez un système, c'est un piston qui est juste à appuyer, qui est très peu complexe à appuyer et qui fait que l'on peut l'appuyer avec le coude, avec le menton, avec un point, il n'y a pas besoin. L'action se lance immédiatement et le système s'arrête automatiquement avec quelque chose d'extrêmement stable. Donc, ce qui veut dire que cet objet-là, pensé pour le grand public, pensé de façon conception universelle, ne laisse personne de côté, c'est-à-dire que n'importe qui peut l'utiliser, sauf que, encore aujourd'hui, la majorité de ces objets restent très coûteux. C'est-à-dire qu'il va y avoir quand même une différence de prix. Hop, pardon. Attendez, excusez-moi. Et si je résume, effectivement, on a ici quelque chose de totalement accessible en termes d'usage. Par contre, le coût... J'ai regardé en moyenne, on est à peu près aux alentours de 40 €. Alors on va me dire, quand même pour une essoreuse à salade, payer 40 €, il faut quand même en faire de la salade pour que ça soit rentable. De l'autre côté, on a quelque chose qui est entre 5 et 10 €. Donc c'est vrai que là, il y a encore un problème d'accessibilité financière, il ne faut pas la négliger, elle est quand même très importante. Mais par contre, on voit qu'en termes d'objets, plus on va tendre vers la conception universelle et plus on aura des objets que n'importe qui pourra utiliser, une personne âgée, une personne, etc. Et on peut le mettre de façon à de le développer, mais le coût financier reste quand même encore un frein dans cette conception universelle. Donc ça, c'est les méthodes de conception sur lesquelles il faut vraiment essayer de tendre quand on veut aller dans le milieu du handicap. C'est la conception centrée utilisateur pour développer des aides techniques, mais aussi la conception universelle. Alors en France, on a un peu de mal encore à se l'approprier. On est très en retard par rapport aux pays nordiques et les pays asiatiques notamment, qui eux sont très 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 forts dans ces approches-là de conception. Avant de conclure sur je voulais vous présenter quelques exemples d'innovations actuelles qui sont un peu les grands enjeux quand on veut s'intéresser, pour vous montrer qu'on peut vraiment se faire plaisir quand on veut faire de la créativité, de l'innovation technologique dans le milieu du handicap. La première chose qui commence à se développer, notamment en France, alors c'est pas que en France, mais c'est ce qu'on appelle la co-conception. Donc ça, on commence à la voir notamment dans les hôpitaux, dans les services de rééducation fonctionnelle, et c'est d'essayer de créer et de concevoir avec les personnes elles-mêmes les outils qu'ils vont être amenés à utiliser. Donc ça peut aller jusqu'à fabriquer soi-même sa prothèse aidée d'ingénieurs ou pas, grâce aux imprimantes 3D. Le développement en France, on commence à en voir, il y a une dizaine de Rehab Labs qui sont, donc c'est comme les Fab Labs, hein, mais dans des centres de rééducation et de réhabilitation, qui font qu'on va co-concevoir avec le patient pour fabriquer quelque chose qui lui corresponde et qui corresponde réellement à ses attentes et à ses besoins. Donc qui correspondent vraiment à ce que... Et la personne, en plus, est acteur de l'objet qu'elle va utiliser. Donc ça, c'est un des grands enjeux. Je dirais qu'en France, ça fait une dizaine d'années que la co-conception commence à apparaître dans le milieu de la santé et du handicap.
Quelques exemples d'innovations sur lesquelles il y a beaucoup de laboratoires de recherche qui travaillent dessus. C'est notamment dans le domaine de la non-voyance, où là, vous allez avoir des cannes, notamment, la majorité, la mobilité se fait par la canne blanche. Et actuellement, on commence à barder de capteurs les cannes blanches pour qu'elles soient de plus en plus intelligentes. Alors, le terme d'intelligence, on peut mettre plein de guillemets là-dessus, savoir qu'est-ce qu'on appelle quelque chose d'intelligent. Mais vous avez par exemple un exemple de canne blanche qui va être, où on rajoute un petit boîtier dessus d'ultrasons qui va être envoyé aussi à une application qui permet de donner des alertes, dire attention, il y a un obstacle, etc. Il faut savoir que la canne blanche ne permet pas de tout percevoir dans son environnement. Donc, de rajouter des capteurs permet d'informer et d'éviter bien sûr des accidents dans l'environnement urbain notamment. Autre exemple, là qui est Essilor, qui a développé quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'en plus très peu stigmatisant. C'est une toute petite caméra embarquée qui peut se poser sur n'importe quelle lunette et qui permet, donc c'est rajouté aussi avec quelque chose au niveau audio qui permet de pouvoir donner le son de ce qui est reconnu par la caméra. Donc bien sûr, là encore, il y a de l'intelligence artificielle pour le traitement et la reconnaissance des formes. Et donc vous allez avoir des systèmes qui vont reconnaître immédiatement avec une base de données les visages, notamment si c'est des visages familiers, qui peut lire, qui peuvent aussi reconnaître les produits. Ça reste encore coûteux, mais là on voit qu'on va être sur quelque chose de complètement miniaturisé et surtout pas stigmatisant. Et ça c'est vraiment intéressant pour les personnes. Donc ça a été fait au départ pour les personnes malvoyantes, mais on se rend compte que les personnes dyslexiques, les personnes illettrées sont très intéressées par ce type de produit pour pouvoir être le plus autonome possible dans leur vie de tous les jours. Dans le domaine de la mobilité, là, je dirais que ça explose vraiment dans énormément de laboratoires en robotique, par exemple, où là, il y a beaucoup de choses qui se font. Et notamment, vous allez avoir des fauteuils roulants connectés, notamment les fauteuils électriques, qui vont être bardés, là encore, de capteurs pour pouvoir aider soit à la navigation ou aussi repérer des obstacles. Ce qui apparaît de plus en plus aussi, c'est des fauteuils roulants qui peuvent se transformer et devenir un fauteuil verticalisateur, c'est-à-dire qui permet à la personne, par exemple, de pouvoir accéder à des meubles en hauteur, etc., ce qu'elle ne pouvait pas faire sur un fauteuil roulant électrique, c'est-à-dire, bien sûr, c'est sécurisé, vous imaginez bien, le but, c'est pas que la personne tombe, mais c'est-à-dire que ça lui permet de passer d'une position assise à une position debout. Autre exemple, c'est bien sûr, donc là je pense que vous avez tous vu des vidéos, hein, les journaux ont montré pas mal d'exemples là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'exosquelette médical. L'idée c'est de remettre en marche des personnes qui sont paralysées, notamment au niveau des jambes, et qui sont donc en fauteuil roulant. Ça nécessite quand même d'avoir encore une motricité au niveau des membres supérieurs parce qu'il faut se faire aider au niveau des cannes et pour l'équilibre notamment. Mais c'est des choses assez impressionnantes et qui redonnent beaucoup d'espoir dans les services de rééducation fonctionnelle pour pouvoir retrouver un semblant de marche, même si c'est complètement piloté par l'exosquelette. Les cobots, bien sûr, sont beaucoup utilisés dans le milieu industriel, c'est les grandes applications, mais on le voit depuis, je dirais, 5-6 ans, de plus en plus de services de centres de rééducation fonctionnelle, mais aussi des EHPAD qui commencent à s'y intéresser et à se dire que les cobots, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment commandés par la personne, là c'est à l'aide d'un joystick, mais on peut imaginer par une commande vocale aussi, ou d'autres systèmes d'interaction, permettent de les aider dans les gestes de la vie quotidienne, le repas, l'appréhension d'objets, etc. Et donc d'avoir comme ça une interaction. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la personne elle-même qui va être source qui va être acteur complètement de son parcours. Pour finir comme exemple, c'est dans le domaine de la surdité. Donc là, c'est vraiment en train d'être devenu de plus en plus impressionnant. C'est les sous-titrages en direct de tout ce qui est audio et qui sont d'une qualité maintenant assez remarquable au niveau notamment du traitement qui en est fait. Là, je vous ai donné un exemple. J'aurais pu en donner plusieurs. Alors pour conclure, parce que je suis très bavarde, hein, je me connais, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je voulais à travers ces différents exemples, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, l'innovation, c'est évident que dans le milieu du handicap, on peut vraiment se faire plaisir. Par contre, ce développement de l'innovation,
ça a un vrai coût. Actuellement, tout ce que je vous ai présenté, ça coûte très très cher. C'est-à-dire que par exemple les lunettes d'Essilor, etc., c'est des applications qui ne sont pas pour tout le monde. C'est-à-dire que toute personne en situation de handicap n'aura pas les moyens de se les payer pour l'instant. Très souvent, c'est difficile à commercialiser et ça reste dans les laboratoires. Ça marche très très bien, mais ça reste dans les laboratoires ou dans des centres de rééducation fonctionnelle qui sont adossés à des services hospitaliers universitaires, et ça c'est vraiment un domaine. Malheureusement, et encore, ces objets peuvent être conçus sans faire appel aux personnes elles-mêmes concernées. Quand on travaille dans le domaine du handicap, ne pas aller chercher, ne pas interroger les personnes elles-mêmes concernées, pour moi, c'est pas possible, quoi. Et encore, autre point important, il y a des grands oubliés pour moi, c'est tout ce qui est handicap psychique, cognitif et mental, qui eux sont dans le domaine de l'innovation. C'est vraiment les parents oubliés, on travaille très très peu sur eux. J'y crois quand même. On a beaucoup d'abord été travaillé sur l'égalité, c'est la conception classique, je vais mettre tout le monde au même niveau, quel que soit le handicap. Il y en a qui n'y arriveront pas, mais tant pis pour eux. C'est la conception classique. Conception qui est beaucoup développée, c'est la conception centre utilisateur. Je vais vers une équité, c'est-à-dire que je vais compenser pour la personne qui est le plus en difficulté. Et vous comprenez bien que moi je suis plutôt dans cette mouvance-là, c'est d'être plutôt sur le côté universel. Pensons la conception différemment pour faire en sorte que toutes ces barrières disparaissent complètement dans notre environnement. Pour répondre à la question, pour moi, oui, il y a une véritable opportunité entre handicap et innovation, mais seulement si on n'oublie personne. Il faut vraiment penser à tous les types de handicap, si on fait de la co-conception et si la conception universelle se développe au maximum, notamment en France. Voilà, si vous avez des questions. Merci à vous pour cette présentation. J'aurais une première question sur, sur que pensez-vous de l'humain augmenté? Parce que du coup, vous avez parlé de beaucoup de handicap, mais je pense que vous vous attendiez à la question. Mais... Voilà. Je ne m'attendais pas forcément à la question, mais effectivement, la question est assez logique. Alors, c'est un vaste débat, hein, parce que c'est donc... là, je n'ai pas abordé tous les aspects éthiques qu'il y a derrière. Hein, c'est-à-dire, augmenter l'humain dans le domaine de la santé et du handicap ne pose, moi, éthiquement, aucun problème. Augmenter l'humain quand la personne n'a aucune difficulté ou qu'il n'y a pas de contrainte, éthiquement, ça peut poser question. Et donc, je pense que la question de la réalité de l'humain augmenté, doit à tout prix se faire dans un cadre avec des philosophes, avec des sociologues, avec les droits de l'éthique, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et se pose la question dans le domaine du sport adapté, par exemple, quand il y a des gens qui se retrouvent avec des prothèses à très haut niveau. Il y a eu des histoires, notamment de grands sportifs qui se sont retrouvés à aller dans des courses avec des gens valides et des gens avec des prothèses de très haut niveau. Est-ce que les personnes doivent concourir dans les mêmes catégories, etc. Ça pose de vraies questions éthiques. Et je trouve que très souvent, quand c'est que la technologie qui prime, c'est pas la bonne manière d'y répondre. Voilà, donc c'est une vraie question pour moi. Dans les laboratoires qui abordent ça, il faut à tout prix que la place de l'éthique et de la philosophie et le droit soient présents. Ce qui n'est pas souvent le cas, loin de là, malheureusement. Okay. Bonjour. Comme vous l'avez dit, du coup, le principal problème de toutes ces avancées-là, c'est le coût. Mais je me demandais, du coup, aujourd'hui, concrètement, c'est quoi les solutions qu'il y a pour pallier à ça? Parce que c'est quand même dommage. Alors, les solutions, elles sont... pour moi, il y a deux approches. C'est déjà d'essayer d'aller, on l'a vu par exemple sur la partie conception, d'aller sur du matériel peu coûteux, locaux, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais d'aller, effectivement, maintenant, il y a quand même des développements pour fabriquer des prothèses à bas coût, etc., ce qui ne veut pas dire qu'elles ne soient pas pertinentes. Hein. Et le modèle derrière, c'est la conception universelle, par exemple, est intéressant dans les pays asiatiques où ils sont vraiment très avancés, les pays nordiques là-dessus. Comme ils conçoivent un maximum de choses dans cet esprit-là, il y a très peu d'aides techniques qui sont développées, puisqu'en fait, d'emblée, on a pensé universel. Et donc, d'emblée, ça touche tout le monde.
Donc en fait, c'est voir le problème à la source directement, enfin, au centre de la conception dès le début, quoi. J'ai pas entendu la fin. Ah, sorry. Du coup, c'est de voir en gros le problème, on va dire, au tout début de la conception, histoire de ne pas avoir de soucis après pour Complètement. l'adapter. Mais on le voit dans les bâtiments, par exemple. Si, par exemple, du jour au lendemain, vous vous retrouvez en fauteuil roulant parce que vous avez eu un accident ou voilà, vous vous retrouvez complètement réaménager un bâtiment et le rendre accessible à quelqu'un, c'est extrêmement coûteux. Si d'emblée les bâtiments étaient pensés accessibles, normalement la loi l'impose, hein, mais bien malheureusement c'est pas toujours le cas. Le coût supplémentaire est moindre, est très 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 peu élevé en fait. Et la conception, c'est ça, c'est de se dire que si on le fait d'emblée, un site internet, par exemple, quand on veut le rendre complètement accessible, c'est-à-dire qu'il y ait des raccourcis pour les images, pour qu'une personne non-voyante puisse y accéder, si on le conçoit d'emblée, le coût est peu élevé par rapport à un site normal. Si on doit rendre accessible un site déjà existant, là, le coût est complètement très 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 élevé. Il vaut mieux le refaire. Hein. Ok, je vois. Merci. En termes de compensation ou autre, quand vous dites que c'est les handicaps psychiques qui sont le moins, enfin pour le moment il y a le moins de choses, il y a quand même des choses au niveau technologique d'avancée où il n'y a pas de... Alors, quand même, quand on regarde dans les laboratoires de recherche qui travaillent, on va avoir des choses au niveau cognitif, on va avoir des choses sur les outils d'aide à la communication, par exemple. Mais par exemple, quand on regarde dans je pense à des applications, les sites web, etc., les personnes avec des troubles cognitifs ou les troubles intellectuels sont vraiment les parents oubliés de l'accessibilité numérique, par exemple. C'est vraiment... et là, on va être vraiment sur des approches très aide technique, spécifiques pour eux, mais très peu quand on fait de la conception universelle. C'est rarement les personnes qui sont inclus dedans. Et quand on discute avec moi je travaille beaucoup dans le domaine du handicap mental et du handicap cognitif, c'est mes deux spécialités entre guillemets, même si là j'ai fait le choix de ne pas vous les présenter. C'est vrai que on se retrouve, ça intéresse peu les chercheurs, ça intéresse peu les gens de la technologie d'aller dans ce domaine-là. C'est quand même aussi une réalité. Faut pas, voilà, c'est quand même malheureusement. Je dis pas qu'il n'y a rien, mais c'est souvent les parents oubliés. Ça les intéresse peu parce que ça coûte trop cher ou parce qu'on n'a pas de solution? Non, il y a des solutions. Alors, je pense que c'est pas un public visible. Ce que je vous disais, hein, 8 fois sur 10, le handicap est invisible. Et en fait, c'est vrai que beaucoup de développement dans le domaine de la mobilité, dans le domaine du sensoriel, etc., sont sur des handicaps dits visibles. Pour la mobilité, fauteuil roulant, etc., la canne blanche, etc. Mais on se rend compte que le handicap invisible, de par sa définition, c'est pas quelque chose qui va beaucoup se développer dans les laboratoires de recherche. Moi, j'ai beaucoup dans les congrès généralistes sur le handicap, sauf sur les congrès spécialisés, où là, forcément, on va retrouver les gens qui travaillent sur le handicap, mais autrement, sur un handicap global, généraliste. Il y a très peu de choses sur notamment le handicap mental, intellectuel. C'est vraiment, il y a quelques entreprises qui s'y intéressent, mais très peu. Alors, ça dépend. Par exemple, pour le handicap mental, tu as quelque chose auquel, moi sur lequel je travaille beaucoup, c'est ce qu'on appelle le facile à lire, facile à comprendre, qui sont des règles européennes pour simplifier des textes, pour rendre accessible je sais pas, un texte politique, un texte de prévention de santé. Et donc actuellement, il commence à y avoir quelques laboratoires, notamment l'INRIA, commencent à s'intéresser pour essayer de traduire automatiquement un texte sur un site ou pour pouvoir le rendre facile à lire, facile à comprendre en respectant ces règles-là. C'est un exemple. Après, tu vas voir tout ce qui va être lié au pictogramme, au développement des pictogrammes, tout ce qui va permettre de mieux communiquer et de faciliter la compréhension du langage. Par exemple, au niveau de la crise sanitaire, le Covid, là, le ministère a réagi très rapidement puisque tous les messages de sensibilisation, se laver les mains, porter le masque, etc., ont été traduits systématiquement en facile à lire, facile à comprendre. Ce qu'on appelle le FALC.
C'est qui est une démarche particulière de conception. J'avais déjà vu des innovations sur le changement de sens, c'est-à-dire pour, par exemple, des personnes qui étaient malentendantes, on leur mettait un gilet qui avait des sondes dans le dos et qui permettait, grâce à un système en fait, de créer des mots dans le dos et qu'on récupérait après dans le cerveau. Enfin, je ne sais pas si c'est une solution viable ou si vous connaissez. Si, alors parce que l'objectif c'est toujours de partir sur ce qui n'est pas déficitaire chez la personne, ce qui n'est pas déficient, et donc de compenser par ça. Et donc tu as effectivement ces sortes de gilets qui sont basés sur de la vibration, qui permettent d'informer sur attention, il y a un obstacle qui s'approche où il va falloir tourner, notamment pour la locomotion. Et on va aller sur les sens qui sont préservés, qui sont souvent très fortement performants chez les personnes-là, parce que forcément, elles compensent par les sens qui restent préservés. Donc effectivement, là, je vous ai fait un choix très restreint de pistes d'innovation, mais ça fait partie des innovations possibles, effectivement. Bonjour, merci pour cette présentation. Vous disiez plutôt dans votre présentation qu'il était important de travailler avec les personnes concernées. Vous, par exemple, travaillez-vous avec des associations, par exemple, oui. Des collectifs de personnes handicapées? Alors, effectivement, c'est vrai que j'ai fait délibérément de ne pas présenter mes activités de recherche, je voulais plus avoir de la réflexion. Mais oui, moi je travaille avec des établissements, donc des établissements, notamment un organisme qui s'appelle l'ADGESA sur l'Aquitaine, qui est un établissement qui a des foyers pour des personnes en situation de handicap mental, notamment, et aussi des EHPAD, donc pour les personnes âgées, avec la problématique du vieillissement des personnes handicapées aussi. Donc ça c'est un des gros pôles. Et après avec beaucoup d'hôpitaux, notamment ici pour le maintien à domicile des personnes âgées, des personnes souffrant de démence. Voilà. Mais effectivement je travaille avec eux et pour et par eux. Voilà, c'est vraiment, et pour moi c'est fondamental. Bon, merci beaucoup.